Bonjour à tous et bienvenue dans En route pour demain, votre émission dédiée à la mobilité, à toutes les mobilités sur BFM Business et 01 TV chaque week-end. Alors au sommaire de votre émission cette semaine, Pascal Samama est allé au salon Autonomie, le salon dédié justement aux mobilités, et il nous a ramené des innovations inédites côté transport. Alors un bus diesel qu'on transforme en bus électrique, le rétrofit arrive dans le monde des transports en commun et on en parle avec notre invité Arnaud Pigou-Nides. Alors une grande berline qui, elle, est une berline premium, mais qui est aussi une berline française. C'est la DS9. Julien Bonnet l'a essayé pour voir si elle était au niveau de ses meilleures concurrentes, les berlines allemandes, bien entendu. Et puis en région, on parlera des ZFE, ces zones à faible émission. Et bien tiens, qu'en pensent les Français? Qu'en pensent surtout les automobilistes qui sont concernés? Une étude fait le point, on en parle avec ses auteurs. C'est En route pour demain. Merci beaucoup d'être avec nous encore cette semaine. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans En route pour demain, encore ce week-end, votre émission dédiée aux mobilités, à toutes les mobilités sur BFM Business et 01 TV. Et on va parler justement d'un salon qui est dédié à la mobilité et qui s'appelle Autonomie. Ça avait lieu la semaine dernière à Paris. Bonjour Pascal. Bonjour Pauline. Pascal Samama, journaliste BFM Business. Alors Autonomie, bon, c'est ce salon, tu as fait un petit tour. Donc c'est un salon qui parle de toutes les mobilités, mais il y avait un sujet qui était sur toutes les lèvres, c'était les trottinettes cette année. Il y en avait partout, en fait, il y en avait réellement partout. On dirait que c'est, après le cycle du vélo, la mobilité douce, urbaine, c'est devenu la trottinette. Il s'en est vendu 900 000 en 2021, 900 000 trottinettes électriques. C'est à peu près le double du nombre de vélos électriques vendus en 2020. Ah oui, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, on le comprend, c'est plus pratique, il n'y a pas de vol. C'est pas le même tarif aussi. C'est pas le même. Quoique, on peut monter sur des tarifs assez chers. Ça démarre à 500-600 euros et ça peut monter jusqu'à plus de 3-4 000 euros, selon. Mais c'est vrai que c'est le côté super pratique, c'est que le vélo, il faut que j'ai un garage, il faut que je pense à pouvoir le brancher. Là, la trottinette, j'en fais un petit peu, je monte dans le bus, je monte dans le métro, j'en fais un petit peu, je la laisse sous mon bureau et finalement... Je crains pas de me la faire voler parce que ouais. Je l'ai toujours avec moi, etc. etc. Non, c'est bien plus pratique. Après, j'imagine que tu vas me dire, oui, mais la trottinette, c'est quand même quelque chose qu'on voit en ville de façon assez agressive en ce moment. Agressive, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'emplacement pour circuler. Et bien sûr, ça cause des accidents. La sécurité routière met en garde. En 2021, il y a eu 22 morts causées par des trottinettes, soit des trottinettistes, soit des gens percutés par des trottinettes. Il y a eu environ, en 2020, on dénombre, les chiffres sont flous, mais on dénombre environ 6 000 blessés. Dans des accidents. 6 000 blessés, c'est énorme. Hein. Sur les 3 grandes agglomérations, Paris, Lyon, Marseille. Où il y a ces opérateurs en free-floating de trottinettes qu'on peut donc louer c'est quand même pour assez quelques minutes. important. Les blessés, ça démarre à la simple fracture. Donc, mais quand même, 6 000. Et donc, dernier point, il faut quand même rappeler que la trottinette, c'est un véhicule qui s'assure indépendamment de tout le reste, comme une voiture, comme une moto. Et ça, les gens ne le savent pas. Les assureurs ont lancé une alerte parce que les fonds de garantie dédommagent les victimes causées par des trottinettistes. Mais on dédommage de plus en plus. Évidemment, mais se retournent aussi derrière vers les trottinettistes, vers les responsables de l'accident, qui doivent dédommager les fonds de garantie et les assureurs. Ça peut coûter très cher. Alors justement, est-ce que sur ce salon Autonomie, cette question de la sécurité, est-ce qu'il y avait des innovations justement autour des trottinettes pour permettre de pouvoir s'en servir de manière plus sûre? Alors il y avait tout, il y avait des équipements de sécurité, bien sûr, il y avait un tas d'accessoires, il y avait des casques, il y avait des blousons, il y avait même un fabricant de jeans spécialisé dans la moto qui proposait des jeans pour les cyclistes et les trottinettistes, des jeans qui résistent à l'abrasion, qui protègent, bref, plein de choses. Mais il y avait aussi Plume. En fait, il y avait 2 innovations que j'ai trouvées particulièrement intéressantes. C'est d'un côté Omni, je vais y revenir, et Plume. Plume, c'est quoi? C'est une marque de trottinette française. C'est un produit qui est garanti origine France. Ça veut dire que c'est pas made in France parce qu'elle n'a pas l'ensemble des critères pour être réellement made in France. Mais c'est plus de 50% de la valeur qui vient justement de produits français. Exactement. Alors 50% de la valeur vient, c'est les structures mécaniques, c'est la résine plastique, c'est les composants électroniques, la batterie qui vient d'une société qui est près de Bordeaux et les systèmes de
de détection d'éclairage qui viennent de Cosmo Connected, la boîte parisienne créée Qu'on connaît bien ici dans Route pour demain. Exactement. Donc c'est quoi cette trottinette? C'est une trottinette qui est totalement éclairée sur le devant, éclairée sur l'arrière. Il y a des clignotants, il y a des feux stop. On la voit, mais comme un gyrophare au milieu de... finalement. Exactement, comme un sapin de Noël le soir de Noël. On la voit de partout, ce qui veut dire que quand on est vu, on est un peu plus en sécurité, évidemment. Donc c'est assez intéressant. C'est une boîte française qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps. Il lance une opération de crowdfunding pour la vendre. Elle va commencer à être commercialisée, enfin à être livrée cet été, donc c'est dans pas très longtemps. Il y a une opération commerciale avec des tarifs. Elle coûte combien du coup cette trottinette? Je ne la trouve pas très chère parce que quand on parle des trottinettes électriques haut de gamme, ça fait partie des hauts de gamme, on s'attend toujours à des prix autour de 2 000 €, voire un peu plus. Là, il y a 2 modèles de trottinettes avec des autonomies différentes, une de 20 et une de 50 km d'autonomie. C'est 1289 et 1989. Pardon, non. 879 et Exactement. 1119, donc oui, ce qui reste un petit budget, mais un budget finalement Alors, pendant l'opération de pour... crowdfunding. Et les prix que j'ai donnés, c'est pas la trottinette, c'est Omni. Et Omni, c'est hyper important. Et les prix que j'ai donnés, 1289 à un peu moins de 2 000 €. On vous mettra tout ça sur le site internet avec tous les détails pour que vous puissiez retrouver sur BFM Business tous les détails sur ces produits. Est-ce que Omni, donc c'est l'autre start-up que tu as rencontré sur autonomie et c'est un peu ton coup de cœur du salon. Mais oui, et quand je parle du prix, il faut savoir que c'est une start-up qui a créé un système qui permet de fixer une trottinette électrique sur un fauteuil roulant et donc de transformer un fauteuil roulant normal en fauteuil roulant motorisé. Un fauteuil roulant motorisé, c'est à partir de 5 000 €. Un très bon, c'est plus proche des 10 000 €. Là, les prix que j'ai donnés, donc moins de 2 000 €, ce qui est énorme, ça permet de fixer une trottinette, quasi n'importe quel type de trottinette, sur n'importe quel type de fauteuil non motorisé. La personne se sert de ses bras, elle a sur le guidon l'accélérateur, le frein, et elle peut circuler à 25 km/h un peu partout, monter des pentes, descendre, enfin bref, être totalement autonome. Bien Pascal Samama, merci beaucoup pour toutes ces innovations repérées sur le Salon Autonomie qui avait lieu la semaine dernière à Paris. On passe tout de suite à l'invité de la semaine. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Transformer des véhicules thermiques en véhicules électriques, alors c'est l'une des solutions pour réduire la pollution et puis aussi pour être plus vertueux puisqu'on ne refabrique pas un véhicule. Alors ça s'appelle le rétrofit. Le rétrofit, on connaît dans le monde de l'automobile. Désormais, ça arrive dans le monde du transport en commun. Arnaud Pigounides, bonjour. Bonjour. Et justement, transformer des bus thermiques, diesel, en bus électriques, c'est le business model de Rev Mobilities, la société dont vous êtes le fondateur. Exactement, donc transformer un bus ou un camion, donc tout ce qui est poids lourd et plus de 3,5 tonnes, c'est enfin possible par une réglementation qu'on a faite en France qui autorise le rétrofit du deux roues jusqu'au bus. Et c'est enfin des sociétés comme la mienne qui développent maintenant des solutions pour les bus et les transports collectifs. Alors il y a quelques jours, vous avez présenté le premier prototype en région parisienne, puis vous allez faire une tournée dans plusieurs villes pour justement faire découvrir ce projet. Alors comment ça marche? Combien de temps ça prend de transformer un bus et puis surtout combien ça coûte? Alors, transformer un bus, c'est quand même une grosse opération. C'est quelque chose qui se fait généralement à la mi-vie d'un bus collectif ou d'un bus urbain, donc à peu près entre 6 ans et 8 ans pour les 6 et 8 prochaines années. Et donc, ça prend à peu près 700 heures. Donc, 700 heures, c'est aussi pour refaire tout le châssis, changer les sièges, donc refaire une rénovation complète du bus. Et ça, c'était un métier traditionnel, mais changer la motorisation, c'est quelque chose qui vient d'arriver, donc qui vient d'être autorisé par une réglementation française. Et ça prend à peu près 300 heures, donc un mois de transformation. Alors justement, ça marche sur tous les bus ou c'est vraiment que les bus thermiques? On peut imaginer aussi, il y a des bus au gaz par exemple qui roulent dans nos villes et on sait que là, avec le prix du gaz qui a explosé, beaucoup de municipalités se disent on a acheté des flottes complètes et puis là finalement on ne s'y retrouve pas côté facture. Est-ce que ceux-là aussi peuvent être transformés et passer au tout électrique? Alors tout à fait, ça peut être transformé à l'électrique, mais là on se base d'abord sur les besoins des bus diesel, donc tous ceux qui sont dans les agglomérations plus ou moins grandes et qui ont une nécessité de décarboner leur flotte. Donc le rétrofit, c'est 87% de réduction de gaz à effet de serre versus l'essai en diesel. Donc c'est
monstrueux, le gain de gaz à effet de serre, et c'est extraordinaire pour la planète, pour nos poumons et même pour nos enfants. Et surtout, c'est vraiment une solution qui permet de transformer, qui permet une économie circulaire de bus déjà existants, et surtout que c'est quand même la moitié en termes de prix, la moitié du coût d'un véhicule, d'un bus neuf. Justement, électrique. combien ça coûte de transformer un bus, justement, de le rétrofitter? Alors, selon la complexité du bus, donc ça va entre 250 000 et 300 000 euros. C'est quand même une petite somme. C'est une petite somme, mais il faut savoir qu'un bus neuf, c'est entre 550 000 et 600 000 euros. Donc c'est grosso modo la moitié du prix du neuf, avec une motorisation neuve, des batteries neuves, et donc c'est reparti pour 7, 8, dans 10 ans. Et par exemple, le bus qu'on vous a présenté, donc qui circulait dans Paris il y a quelques jours, et c'est un bus qui a 18 ans, donc qui est parti pour 10 ans supplémentaires. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour maintenir en vie des véhicules qui sont en très très bon état et pour longtemps. Et alors en termes de configuration, parce que c'est vrai que ces bus, ils n'ont pas été prévus pour être électriques à la base, vous avez suffisamment de place pour justement installer les batteries, pour conserver la même capacité de chargement, le même nombre de personnes qui vont pouvoir voyager à l'intérieur? Alors comme vous vous doutez, la réponse est oui. En fait, en enlevant le moteur qui est gigantesque et les réservoirs et plein d'éléments qui sont plus nécessaires pour l'électrique, avec un moteur qui est beaucoup plus petit mais des batteries qui sont plus grosses, le rétrofit électrique à batterie correspond exactement au même poids, la même dimension et aux mêmes paramètres du véhicule. Après, il faut savoir que le rétrofit, c'est aussi en hydrogène, puisque la réglementation que nous avons faite inclut aussi l'hydrogène. Et donc le rétrofit électrique à batterie ou hydrogène, c'est ni plus ni moins que du rétrofit électrique. C'est le même moteur, les mêmes systèmes. C'est juste une autre manière de faire de l'électricité, de stocker l'électricité. Donc notre société est en train de commencer à travailler avec notre partenaire allemand Papermotion, donc, puisque nous sommes importateurs de leurs solutions, parce que ils ont quelques années d'avance sur le rétrofit à batterie et hydrogène. Et en fait, nous sommes en train de travailler les premiers véhicules que nous homologuerons en France à batterie et en hydrogène d'ici pas très longtemps. Justement, parce qu'on sait que finalement, à batterie, souvent, on se dit, mais alors en termes d'usage, un bus, ça tourne quand même toute la journée. Du coup, l'hydrogène, combien de kilomètres, combien d'autonomie on a dans chaque technologie? Et finalement, est-ce qu'on va utiliser plutôt peut-être de l'hydrogène pour des camions et des cars et peut-être plus de la batterie pour du bus de ville? Comment vous répartissez les technos? Alors c'est vrai que le gros transport, ou le transport où on a besoin de faire beaucoup de kilomètres et de remplir très rapidement un réservoir, sera plutôt dédié à l'hydrogène. Après, dans les agglomérations et dans les villes, il faut voir la longueur de la ligne, parce que chaque ligne est dédiée. En fait, on a même des véhicules qui sont dédiés à chaque ligne. Il y a des lignes qui peuvent faire 250 km, donc auquel cas le rétrofit électrique qui n'a que 220 km, 200 km d'autonomie à batterie sera moins dédié, et l'hydrogène sera plus dédié à cela. Après, la majeure partie des lignes sont d'environ 110-120 km, donc le rétrofit électrique à batterie correspond exactement aux besoins, parce que ça nous permet d'aller d'un endroit à un autre et de pouvoir faire la continuité de la ligne comme il se doit. Vous accompagnez aussi vos clients sur l'installation justement des batteries de recharge ou de la station à hydrogène, parce que c'est aussi un élément important pour le transport en commun et pour utiliser ce type de technologie? Alors tout à fait. En fait, on a dans notre offre des partenaires de recharge. Donc, alors dans les grandes agglomérations, ils ont déjà leurs partenaires. C'est quand même des grosses infrastructures à mettre en place. Et pour l'hydrogène, n'en parlons pas, c'est encore plus gros. Et on en est tout début de l'hydrogène, puisque tout ça, c'est vraiment un écosystème complet qu'il faut gérer. On ne peut pas mettre qu'une seule borne hydrogène pour un seul usage. Il faut avoir des stations et en augmenter l'usage et le nombre. Et donc oui, nous accompagnons, mais aussi dans notre portefeuille de produits et de notre catalogue, nous avons aussi des utilitaires, très très gros sujet, les utilitaires en France, et les voitures anciennes, avec une autre filiale qui s'appelait Rétrofutur. Et en fait, nous apportons du financement jusqu'aux bornes, jusqu'à la meilleure solution pour les clients en fonction de leurs besoins. Vous parliez à l'instant justement des voitures anciennes. On sait que le rétrofit, vous le disiez tout à l'heure, ça fait 2 ans que c'est légal en France. On en est où? Parce que finalement, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup vu sur les salons. Et puis, est-ce que finalement, les gens ont souscrit à cette nouvelle techno? Alors, pour tout vous dire, les gens ont énormément souscrit. Alors, ça a créé tellement d'attentes qu'on a eu nos sites internet et nos demandes qui ont explosé. Rien que pour l'année dernière, sur 2021, chez Rétrofutur, donc notre division de voitures anciennes, on a eu plus de 700 000 pages vues, plus de 170 000 visiteurs uniques et plus de 250 précommandes, ce qui est gigantesque. Après, ce qu'il y a dans le rétrofit, c'est que c'est vrai qu'il faut faire attention à quelque chose, c'est que nous sommes des constructeurs. Derrière un rétrofit ça paraît être simple d'enlever un moteur et de mettre des batteries. En fait, c'est beaucoup plus complexe que cela. C'est des dizaines d'ingénieurs qui travaillent chez nous et dans nos bureaux d'ingénierie pour pouvoir mettre
mettre en place une supply chain parfaite et surtout des éléments qui sont parfaits pour la durée, pour 10 ans ou 15 ans. Et tout ça, l'ingénierie, c'est un temps long. Donc, entre le fait de lancer, prenons un Ducato, un utilitaire Ducato, entre le moment où je décide de le lancer parce qu'on a de la demande et le moment où on aura une homologation, il se passe entre 12 et 15 mois parce que on met quelque chose sur la route qui est neuf, une chaîne de motorisation neuve avec une responsabilité de constructeur, avec tout le SAV et tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne pendant 10-15 ans. Donc, c'est pas anodin. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le rétrofit a forcément un peu de temps de retard. En plus, à cause du Covid, ça n'a pas simplifié les startups que nous sommes. Mais aujourd'hui, en fait, on est dans un temps d'ingénierie. Donc, l'année prochaine, nous aurons 12 homologations, donc, ce qui n'est pas rien. Et donc, tout ça, ça prend du temps. Ça prend entre 1 an et demi et 2 ans pour arriver au produit fini. Et les années suivantes, on va développer de plus en plus de véhicules. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait ce petit moment où les gens attendaient qu'on soit prêt. Alors que l'ingénierie et l'homologation, ça prend du temps, mais c'est la sécurité. Et donc, on va commencer à voir des véhicules rétrofités dès l'année prochaine en grand nombre. Arnaud Pigonides, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On passe tout de suite à l'essai de la semaine et du bus. On va passer à la grande berline française, la grande berline premium. C'est la DS9, donc il doit chapeauter toute la gamme DS. Julien Bonnet et Essia Lacroix l'ont essayé pour voir s'il était vraiment au niveau de ses concurrentes allemandes. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. C'est le grand retour du luxe automobile à la française avec cette DS9. Nous sommes aujourd'hui avec ce modèle qui est en effet le fleuron actuel de la gamme de DS, donc la marque premium du groupe Stellantis, le nouveau nom de PSA depuis la fusion avec FCA. Une grande berline de 4,91 m avec ici 360 chevaux de puissance sur notre version hybride rechargeable. Donc a priori, elle a tous les arguments pour incarner vraiment ce luxe à la française, mais avec un petit défaut, elle est produite en Chine. Alors bien sûr, c'est une histoire de coût de production, mais c'est aussi une logique commerciale. Aujourd'hui, le gros du marché des berlines haut de gamme, il se situe en Asie et plus particulièrement en Chine. Et c'est comme ça que DS présente ce choix industriel de produire ce véhicule dans son usine de Shenzhen. Alors c'est dommage parce que cette DS9, ça aurait pu vraiment être la digne héritière des berlines haut de gamme françaises. Donc on peut citer notamment la Peugeot 607 ou encore la Citroën C6. On peut citer la longue bande chromée sur le capot, référence à la DS20 Palace, ou encore les feux de position en hauteur à l'arrière et la magnifique cinématique des projecteurs à l'avant. Mais cette production en Chine, ça l'empêche clairement de devenir le vaisseau idéal pour transporter des membres du gouvernement ou même le président de la République. Mais nous, on a voulu laisser une chance à cette DS9, donc on va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. Alors cette DS9, elle a aussi eu un lancement un peu perturbé par le Covid. Elle devait en effet être lancée initialement en Chine, puis en Europe. C'est ce qui explique finalement que dans un véhicule assez récent, on va trouver quand même quelques technologies un peu datées. Et finalement cet intérieur, il résume bien cette petite histoire parce qu'on va retrouver à la fois le meilleur, mais aussi des petites choses un peu moins réussies. Pour le meilleur, on peut citer la qualité de fabrication et notamment dans le choix des matériaux. Nous ici, on est dans une finition haut de gamme, donc Rivoli Plus. Et en complément, on a une option quand même à plus de 5 000 €, qui est le garnissage Opera, donc avec une abondance de cuir à bord. Au programme également, les éléments clés du style DS, on a ces sièges très confortables et en cuir toujours, et également un soin apporté aux petits détails comme les points de couture perlés. Comme on est dans une grande berline, on a aussi des passagers arrière qui sont particulièrement choyés avec des sièges très confortables, ventilés, chauffants, une climatisation bien sûr réglable et la possibilité d'avancer le siège passager avant pour gagner plus d'espace aux jambes. Dans les points négatifs, on peut citer des technologies qui maintenant sont un peu anciennes, notamment au niveau de l'écran tactile. On a encore cette climatisation qui est uniquement disponible depuis l'écran et ça va poser des problèmes d'ergonomie lorsqu'on conduit, surtout qu'on n'a pas d'affichage tête haute pour compléter les indications GPS ou la vitesse par exemple. Il y a des choses aussi qui font un peu tâche dans une voiture haut de gamme à plus de 70 000 €. On a par exemple le volant qui est réglable seulement manuellement. Ça va pas arriver très souvent de régler son volant, mais c'est toujours bizarre de retrouver une commande manuelle sur un réglage de ce type. Maintenant on va voir sur la route ce que donne cette DS9 hybride rechargeable 360. Dans cette DS9 360, on dispose en fait d'une version hybride rechargeable avec 3 moteurs. Donc un moteur thermique à l'avant qui offre une puissance de 200 chevaux. Il est complété par un moteur électrique donc de 110 chevaux et un deuxième moteur électrique qu'on retrouve lui à l'arrière pour une puissance donc totale cumulée de 360 chevaux. Donc ces 360 chevaux, ils vont être disponibles notamment en mode sport et on a également un mode 4 roues motrices si on a besoin d'avoir en permanence le moteur électrique actif à l'arrière.
On a également des modes plus axés sur cette motorisation électrique, comme le mode hybride qui va arbitrer lui-même entre les différents types de motorisation pour limiter la consommation. Et nous, par exemple, sur notre essai, on est à une centaine de kilomètres et environ 6 litres au 100, donc grâce justement à cette hybridation. Côté prix, on est aussi sur du haut de gamme avec une gamme DS9 qui commence à partir de 49 700 €. Mais nous, pour notre version hybride rechargeable, il faut ajouter quand même un sacré surcoût puisqu'on est à 70 000 € en prix de base et auquel on va ajouter 10 000 € d'options, donc pour une note finale qui s'approche davantage des 80 000 €. C'est cher et peut-être même un peu trop, surtout si on compare à sa cousine du groupe Stellantis, également produite en Chine, la Citroën C5X, mais qui vient de sortir pour le coup et qui offre un niveau quand même de confort bien supérieur à cette DS9 qui est un peu datée. Mais son point fort par rapport à la C5X, c'est peut-être son design moins atypique et une forme de luxe plus relevée. Donc ça, on le verra bien dans les chiffres de vente d'ici la fin de l'année. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, en région. Les ZFE, vous en avez certainement entendu parler, ces zones à faible émission qui ne sont plus qu'à Paris, qui vont arriver dans de plus en plus de métropoles d'ici 2025. Mais finalement, qu'en pensent les Français, surtout qu'en pensent les automobilistes qui vont être concernés? Étienne Dio, bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes directeur délégué général de l'association Éco-Entretien et vous venez de mener une étude, justement, un grand sondage auprès des automobilistes et des Français pour savoir est-ce qu'ils savent ce que sont ces ZFE et puis surtout qu'est-ce qu'ils en pensent. Et donc du coup, cette étude, il y a plusieurs enseignements qui sont intéressants, mais il y a un résultat qui m'a beaucoup marqué, c'est que finalement, les gens, ils sont plutôt favorables. Alors effectivement, c'est une étude qu'on a menée avec l'Institut CSA et avec la collaboration de Franck Cazenave, qui est expert en mobilité, qui a concouru précieusement à cette étude. Et en fait, l'enseignement de cette étude, c'est que les gens ne sont pas réfractaires aux ZFE. Simplement, ils ne les connaissent pas. Et plus leur véhicule est ancien, moins ils les connaissent. C'est très dommage parce que c'est les premiers qui vont être concernés par cette installation des ZFE qui ne seront pas que dans les métropoles, je peux me permettre de vous corriger, mais dans 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants. Donc c'est tout le territoire de la France qui va être couvert par ces ZFE. Et donc ce sont des millions d'automobiles qui en fait n'auront plus le droit de rouler dans ces zones à faible émission, selon les jours, alors généralement c'est plutôt en semaine où ils n'ont pas le droit d'y aller, mais finalement ce qui pose une autre question, et c'est là que l'étude que vous avez menée est extrêmement intéressante, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait quand votre voiture est concernée, quand on a une voiture critère 5, donc une voiture assez ancienne, mais finalement des voitures de plus en plus récentes, puisque critère 4 et critère 3 vont bientôt l'être aussi. Finalement, quelles sont les solutions qui sont proposées aux gens et surtout, est-ce que les gens ont les moyens de changer de voiture pour avoir une voiture qui puisse rouler dans ces ZFE? Effectivement, c'est une étude très précise puisqu'on l'a menée auprès de plus de 1500 Français. Puis on est rentré dans le détail en s'intéressant à ceux qui vont être vraiment impactés. Et on a eu une représentation assez satisfaisante des Français. Et on va s'adresser, à qui vont s'adresser ces ZFE, et les téléspectateurs doivent le savoir, c'est qu'ils vont s'adresser aux critères 3, critères 4, critères 5. Et dans certaines régions, les critères 2, notamment la métropole du Grand Paris ou Grenoble, par exemple. Et donc ça va concerner aujourd'hui plus de 15 millions de véhicules. Donc 15 millions de véhicules qui seront interdits de circuler à l'horizon du 31 décembre 2024. C'est 25% du parc à peu près. Donc c'est autant de Français qui vont être concernés par ce changement. Et autant de Français qui n'ont pas forcément les moyens justement d'avoir une solution alternative. En premier lieu, je change de voiture, j'en rachète une plus récente. Oui, cette étude démontre qu'il y a un problème criant de pouvoir d'achat des automobilistes. On le savait déjà, on l'avait un petit peu perçu, mais avec cette étude, en réalité, on met des chiffres sur une perception qu'on avait de l'extérieur. Et les résultats sont assez effrayant, je dirais, puisque socialement, on a 36% des impactés par les ZFE qui seront incapables, qui ont 0 € à mettre dans l'achat d'un véhicule neuf. Et plus le critère du véhicule va devenir ancien, donc critère 3, c'est 38% des véhicules, et critère 4 et 5, c'est 42% des véhicules, enfin des Français qui n'auront pas les moyens de changer de voiture, qui sont capables de mettre 0 €. Oui, c'est ça, c'est qu'on voit ce sont des automobiles, ce n'est même pas une question de se dire je n'ai pas l'argent pour acheter une voiture électrique. On voit qu'une voiture électrique, c'est généralement à partir de 25-30 000 € au minimum, où c'est déjà une somme importante. Là, votre étude, elle montre que les gens n'ont même pas 3 990 € pour pouvoir s'acheter une voiture d'occasion un peu plus récente. C'est ça le problème. Oui, c'est ça. Il y a les gens qui ont 0 €. On a souhaité aller aussi dans les propositions du marché qui existent. La voiture d'occasion, critère 1, 3 990 €. Là, c'est 27% des Français seulement.
Donc c'est assez inquiétant pour la situation du pouvoir d'achat des Français. Les Français n'ont pas les moyens de changer de voiture et pourtant il va falloir que les pouvoirs publics s'attaquent à ces solutions. Les ZFE, on le voit, vous l'avez dit, ça va arriver très très vite, 2025, c'est vraiment demain. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question qui, selon vous, est vraiment prise en charge par le monde politique? On est en pleine période d'élection présidentielle, il y a des propositions qui sont faites. Est-ce que vraiment, il y a des propositions qui sont adressées aux Français pour leur dire on va vous aider à passer ce cap des ZFE? Aujourd'hui, il y a des propositions qui existent. C'est l'achat d'un véhicule électrique, l'aide à l'achat d'un véhicule électrique, et principalement, ou l'achat d'un critère 1. C'est les primes à la conversion, je dirais. Mais ce n'est pas suffisant. On voit que le volume du parc électrique en France est de 1%. Il y a 40 millions de voitures, il y a 15 millions de véhicules qui vont être impactés par les ZFE. Ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il va falloir que les pouvoirs publics se mettent autour de la table. Il y a une proposition qui est faite par Franck Cazenave, c'est la création d'un observatoire de la mobilité pour mettre autour de la table, un observatoire des ZFE pour mettre autour de la table tous les acteurs. Peut-être que les pouvoirs publics vont devoir se saisir aussi de ce problème. Ça, c'est le problème, je dirais, intellectuel. Mais au niveau financier, il va aussi falloir se rendre compte, et c'est l'objet de notre étude, qu'il y a un mur du pouvoir d'achat, je dirais, pour les automobilistes. Les automobilistes n'ont pas les moyens de changer de véhicule. Donc qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Et puis là, on parle des automobilistes, mais il y a aussi une question business, puisque finalement, 20-25% du parc qui demain n'a plus le droit de circuler, donc finalement finit, je la caricature un peu, mais à la poubelle, sont aussi des gens de l'après-vente, de l'entretien, qui ne vont plus avoir de travail, puisqu'ils n'auront plus ces voitures à entretenir. Oui, alors je ne serai pas aussi pessimiste que vous, mais il y a sur le point de vue des entrepreneurs, il y a deux axes. Il y a celui déjà des entrepreneurs qui utilisent des véhicules utilitaires, qui eux vont être victimes de ces ZFE. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à des solutions pour les aider, les accompagner. Et effectivement, la prévente automobile, la réparation, c'est un enjeu aussi dans les territoires, un enjeu d'emploi, puisque les Français, certes, n'ont pas les moyens de changer de voiture, mais il faut qu'on les encourage à entretenir leur voiture, puisque c'est aussi une solution, c'est ce qu'on peut expliquer. L'entretien du parc roulant, aujourd'hui, vous parliez de préconisation des pouvoirs publics, cet entretien du parc roulant, il n'est pas considéré comme une solution. Or, ça peut l'être, puisqu'un véhicule qui est bien entretenu, c'est un véhicule qui va moins consommer de carburant et qui va moins faire dépenser l'automobiliste et qui va garder une durée de vie plus longue. Etienne Dio, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est fini pour ce nouveau numéro d'En route pour demain. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur BFM Business et 01 TV. On se retrouve la semaine prochaine. Merci encore. En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. Pauline Ducamp, François Sorel.